Bonjour les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action LVMH. Dans un premier temps, je vous ferai une présentation de l'entreprise, puis j'analyserai ses finances pour voir si LVMH est un bon investissement à long terme. Ensuite, je calculerai la valeur intrinsèque et je vous ferai une petite analyse technique. Pour finir, je vous donnerai mon avis sur l'action, vous dire si je possède cette action en portefeuille et si oui, à combien je l'ai pris. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez la vidéo pour me motiver à continuer de partager mes analyses. Je vous mettrai également en description les différentes parties de la vidéo, comme ça vous pourrez choisir les parties qui vous intéressent, mais je vous conseille comme d'habitude de regarder entièrement la vidéo pour avoir l'analyse complète de l'action LVMH. Mais avant ça, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Je précise que je ne suis pas un conseiller financier, mais un simple amateur qui vous partage ses analyses et son parcours d'investisseur en bourse. Tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Donc commençons avec la présentation de LVMH. Donc LVMH est une entreprise qui a été fondée en 1987 après la fusion entre le producteur de champagne Moët et Chandon, le fabricant de cognac Hennessy et Louis Vuitton. Donc la firme est numéro 1 mondial dans le luxe avec un portefeuille de plus de 70 marques de prestige dans le monde des vins et spiritueux. Il est également présent dans le domaine des médias ou encore de la distribution. Donc si on devait parler des actionnaires de LVMH, la plus grosse partie est donnée au groupe familial Arnault. Ensuite, nous avons les institutionnels étrangers avec 38,7%. Ensuite, les institutionnels français avec 7,8% et seulement 5,5% pour les investisseurs particuliers. Enfin, au niveau des concurrents, on peut retrouver Hermès et Kering, dont j'ai fait une vidéo la semaine dernière et je vous conseille d'aller la voir pour apprendre sur l'action Kering. Alors ici, je vous ai mis les différentes marques que LVMH a dans les différents secteurs d'activité. Donc au niveau du vin spirituel, on retrouve 25 maisons avec Moët et Chandon, Hennessy ou encore Château Cheval Blanc. Au niveau des montres joaillerie, on a 8 maisons avec Tag Heuer, Chaumet et Zenith. Au niveau des parfums et cosmétiques, 15 maisons avec Guerlain, Parfum Christian Dior, Fenty Beauty by Rihanna. Au niveau de la mode et maroquinerie, 14 maisons avec Louis Vuitton, Kenzo, Givenchy qui sont des grosses marques extrêmement connues. Ensuite, au niveau de la distribution sélective, 5 maisons avec la Grande Épicerie de Paris ou encore Sephora. Et enfin, dans les autres activités, 10 maisons avec Les Échos, Le Parisien ou encore Investir. Donc on peut voir que LVMH est très diversifié. Il joue sur au minimum 6 secteurs d'activité, même si le plus grand secteur où il est présent, c'est au niveau des vins et spiritueux, avec 25 maisons. Ensuite, au niveau de la répartition du chiffre d'affaires par zone géographique, LVMH fait la plupart du chiffre d'affaires en Asie hors Japon avec 35%, ensuite 26% aux États-Unis, 15% en Europe, 11% dans les autres marchés, 7% seulement au Japon et enfin 6% en France. Et au niveau de la répartition du chiffre d'affaires par activité, la majorité du chiffre d'affaires est fait par la mode et maroquinerie avec Kenzo, LVMH ou encore Givenchy. Donc on a bien vu que où il y avait le plus de maisons c'était dans les vins spiritueux, mais la partie qui fait le plus de chiffre d'affaires c'est bien la mode et la maroquinerie. Commençons par le compte de résultat. Donc je commence toujours par le chiffre d'affaires. Ici on peut voir que le chiffre d'affaires est en croissance, sauf en 2020 à cause de la crise sanitaire. Au niveau du résultat opérationnel, on peut voir qu'il est également en croissance. Et enfin, au niveau des résultats nets et des bénéfices par action, ils sont également en croissance sur le long terme. Du coup, en bas, je vous ai mis le taux annuel de croissance qu'LVMH a sur les bénéfices par action. Ce chiffre-là va nous permettre de savoir quel taux de croissance futur on va mettre à LVMH pour identifier ou du moins calculer la valeur intrinsèque de LVMH. Ensuite, je regarde le bilan, donc je commence par la trésorerie. Donc on peut voir que la trésorerie est positive et en augmentation, même s'il y a une grosse chute entre 2020 et 2021. Cette chute est due à l'acquisition de Tiffany & Co pour la somme de 14-15 milliards de dollars. Donc une partie a été payée par la dette
donc en faisant un crédit, et l'autre partie directement avec le cash que l'entreprise avait. Ensuite, au niveau de la dette à long terme, on peut voir qu'elle est en diminution, même s'il y a une forte hausse entre 2019 et 2020, encore une fois dû à l'acquisition de Tiffany & Co. Mais dès 2021, la dette a diminué, donc on remarque qu'ils ont envie de faire baisser cette dette. Au niveau des passifs et des actifs circulants, donc comme je dis, j'aime bien regarder ces ratios, du moins cet indicateur, car il permet de savoir si l'entreprise peut payer ses dettes à court terme. Donc il faut que les actifs circulants soient supérieurs aux passifs circulants, ce qui est le cas pour LVMH. Et enfin, ici, on va regarder les dettes et les capitaux propres. Donc la dette sur capitaux propres, en général, on dit qu'une entreprise n'est pas endettée quand ce ratio-là est inférieur à 1, ce qui est le cas pour LVMH, étant donné qu'elle a un ratio de 0,51. Au niveau des capitaux propres, donc c'est un indicateur qu'il faut regarder à chaque fois pour moi, car si les capitaux propres diminuent, cela veut dire que l'entreprise perd de la richesse, alors que si il augmente, cela veut dire que l'entreprise crée de la richesse. Donc ici on peut voir que LVMH crée de la richesse de plus en plus. Ensuite, je regarde le flux de trésorerie. Donc ce que je regarde principalement, c'est le free cash flow. Il faut qu'il soit positif et si possible en croissance. Je rappelle qu'avec le free cash flow, les entreprises peuvent payer soit des dividendes, soit faire des rachats d'actions, soit payer leurs dettes ou encore réinvestir cet argent dans l'entreprise. Ce free cash flow, c'est égal au flux de trésorerie fait par les activités d'exploitation, moins le flux de trésorerie lié aux activités d'investissement. Donc il faut bien regarder que l'augmentation du free cash flow est bien fait par l'augmentation du flux de trésorerie fait par les activités d'exploitation et non pas à la diminution des flux de trésorerie liés aux activités d'investissement. Donc ici, on remarque bien que le flux de trésorerie par les activités d'exploitation est bien en croissance. Donc c'est excellent quand on a une boîte de cette qualité-là au niveau du free cash flow. Ensuite, je vous ai fait une diapo où je vous montre le nombre d'actions en circulation. Je rappelle que si le nombre d'actions en circulation augmente, alors les anciens actionnaires sont dilués et ça c'est quelque chose de négatif pour un actionnaire, alors que si le nombre d'actions en circulation diminue, on gagne des parts du gâteau de l'entreprise et du coup on prend une plus grosse part des bénéfices faits par l'entreprise. Cette augmentation est faite par des augmentations de capital et la diminution du nombre d'actions en circulation est faite par des rachats d'actions, donc en utilisant le free cash flow qu'on a vu précédemment. Ensuite, j'ai mis les dividendes. Donc, on peut voir que depuis 2000, LVMH donne des dividendes qui sont majoritairement en croissance, sauf en 2019 où on a une petite baisse du dividende, mais dès 2020, on est revenu à la normale. Donc, on peut aussi investir dans LVMH pour avoir des dividendes en croissance sur le long terme, même si pour moi, je ne cherche pas actuellement à avoir des rendements par des dividendes, mais plus par des plus-values fait sur le prix de l'action. Ensuite, je regarde quelques ratios sur l'entreprise. Donc, je commence par le PER. Ici, LVMH actuellement a un PER de 23,3, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne historique sur les 10 dernières années. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que LVMH est surévalué. Quand on regarde au price to cash flow, donc le prix de l'action en fonction du cash flow qu'elle génère, ici on a 15,04 sur LVMH, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne historique. Donc ça c'est très important de voir que si on regarde le PER, donc les résultats nets, le prix de l'action en fonction du résultat net, LVMH est surévalué, alors que quand on regarde le cash flow qu'elle génère en fonction du prix de l'action, elle est bien valorisée, et ça c'est quelque chose qu'on peut remarquer quand on compare le PER et le price to cash flow. Ensuite, je regarde le PEG. Donc le PEG, il est extrêmement utilisé par Peter Lynch. Il dit que quand le PEG ratio est supérieur à 1, alors la valeur est surévaluée. Quand le PEG ratio est inférieur à 1, la valeur est sous-évaluée. Et quand il est égal à 1, alors elle est à un bon prix. Ici, du coup, pour Peter Lynch, la valeur serait extrêmement surévaluée. Et enfin, quand je regarde le price to sell,
Donc le price to sell, il est supérieur à la moyenne historique avec 4,37 euros. Donc pour 1 euro de vente, les investisseurs sont prêts actuellement à payer 4,37 euros. Ensuite, je regarde les marges brutes et les marges nègres. Donc selon Warren Buffett, une entreprise a un avantage concurrentiel quand elle a une marge brute supérieure à 40% et une marge nette supérieure à 10% pour une entreprise européenne et 20% pour une entreprise américaine. Donc là, on peut clairement dire qu'actuellement, LVMH a un avantage concurrentiel. Et enfin, je regarde les ratios de rentabilité avec le ROE et le ROIC. Donc selon Peter Lynch, un ROE supérieur à 13 est très bien et un ROIC doit être supérieur à 8%, ce qui est le cas pour LVMH. Comme d'habitude, pour la valeur intrinsèque, j'ai préconisé 3 scénarios, un scénario normal conservateur, un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Avec la macroéconomique actuelle, donc l'inflation qui dérape, les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui augmentent également les prix, et la Chine qui applique des procédures assez strictes et qui touche le monde entier économiquement étant donné qu'elle est l'usine du monde, je précise que le scénario optimiste a beaucoup moins de chances de marcher actuellement. Mais je trouve quand même important d'imaginer tous les scénarios possibles car je ne connais pas l'avenir. Commençons par le scénario normal. Mais avant ça, je rappelle que LVMH a eu un taux de croissance annuel moyen durant les 5 dernières années de 23,7%. Donc pour moi, LVMH ne pourra pas répliquer cette performance, encore à cause de la macroéconomie. C'est pourquoi j'ai décidé de lui mettre une croissance de 8% les 5 prochaines années, puis potentiellement une amélioration pour arriver aux 10% par la suite, et avec un PER de 15 qui, je rappelle, est bas pour LVMH. Pour le scénario optimiste, j'ai mis une croissance de 10% et puis de 15%, toujours avec un PER de 15. Et enfin, pour le scénario pessimiste, j'ai décidé de mettre une croissance de 8% les 10 prochaines années. Donc pour moi, je vais attendre que l'action descende entre 500 et 550, ce qui ferait qu'LVMH diminue encore de 10%, ce qui est possible pour moi. Mais je sais que j'ai fait des prévisions assez pessimistes, mais je veux être tranquille et serein avec les prix à laquelle je paye l'action, et c'est pour cela que je cherche à prendre des valeurs aussi bas. Dites-moi en commentaire pour vous quel est le prix auquel vous êtes prêt à acheter ou renforcer LVMH. Donc voici LVMH en mensuel, donc on peut voir qu'elle a eu une très forte croissance, donc je passe directement en logarithme, et ce qu'on peut voir en logarithme, c'est une droite, ici, placée comme cela, et à chaque fois qu'on arrive vers cette droite, LVMH tendance à repartir à la hausse, ou du moins rester proche de cette droite. Donc quand LVMH est très éloigné de cette droite, mieux vaut pas acheter l'action, je pense. Et quand elle se rapproche, je pense que c'est potentiellement un bon prix pour acheter. Donc le scénario dans le futur que je peux voir, c'est LVMH qui descend comme ceci avant de repartir à la hausse. C'est pourquoi je pense que LVMH serait bien à acheter dans les zones des 500 euros. Donc moi c'est plutôt cette zone là que je validerai et où j'achèterai l'action, bien sûr si elle me plaît fondamentalement encore. Pour conclure, LVMH est une entreprise très diversifiée et dans des secteurs qui sont en croissance. Elle a des fondamentaux extrêmement solides avec un avantage concurrentiel fort. Mais je trouve encore une fois que les entreprises du luxe sont encore un peu chères. Du coup, j'attends qu'elles baissent afin d'acheter mes premières actions LVMH. Et si le marché repart à la hausse avant que je les ai achetées, c'est pas grave car c'est pas les occasions qui manquent et je n'aurais pas été satisfait du prix à laquelle je les aurais achetées. Et n'oubliez surtout pas qu'il faut acheter des entreprises exceptionnelles à un prix exceptionnel. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et vous abonner pour voir d'autres analyses d'entreprise. Et je vous dis à la prochaine.